Les lustres d'Ashford House flamboyaient de 1000 bougies, leur lumière se reflétant sur des pampilles de cristal qui projetaient des prismes dansants à travers la salle de bal bondée, où la fine fleur de la société londonienne s'était réunie pour le sommet de la saison, et dans un coin près des porte-fenêtres se tenait mademoiselle Eleanor Hartley, les mains enroulées autour de l'anse d'argent usée d'une théière qui lui était devenue aussi familière que les battements de son propre cœur depuis 8 ans. La musique s'élevait de la galerie de l'orchestre, un quadrille ce soir, quelque chose de léger et à la mode, tandis que les jupes de soie bruissaient devant son poste comme des vagues contre un rivage sans attrait, et Éléanore versait avec une grâce experte. Ces mouvements si habitués à l'invisibilité que les dames parlaient souvent par-dessus elles, comme si elles n'étaient qu'une extension de la table de rafraîchissements elle-même. Elle avait appris à cultiver cette transparence, cette capacité à servir sans être vraiment vue, car c'était plus facile que l'alternative, plus facile que de se souvenir de ce que c'était que d'être l'une d'entre elles, de porter de la soie au lieu d'une mousseline fonctionnelle, de danser au lieu de verser, d'être courtisée au lieu de commander. Le poids de la théière fatiguait son poignet, et elle le déplaça avec précaution, attentive aux fines tasses en porcelaine disposées devant elle, chacune valant plus que son allocation mensuelle de la part de la douairière Lady Pemberton, qui avait offert ce poste à Eleanor par ancienne amitié pour sa mère, et peut-être par une culpabilité persistante de n'être pas intervenue lorsque le père d'Eleanor avait fait face à sa ruine financière. 8 ans s'étaient écoulés depuis cette catastrophe, 8 ans depuis qu'Eleanor avait valsé pour la dernière fois sur le sol d'une salle de bal, avec l'espoir au cœur et des prétendants se disputant sa main. Et maintenant, elle avait 26 ans, fermement reléguée au rang de vieille fille, même si elle avait possédé la fortune et les relations pour aspirer au mariage, ce qu'elle n'avait très certainement pas. Une jeune débutante s'approcha, toute joue rose et confiance irréfléchie, et demanda du thé sans croiser le regard d'Eleanor. Et Eleanor murmura « Bien sûr, mademoiselle », du ton agréable et neutre qu'elle avait perfectionné. Le ton qui transmettait la déférence sans personnalité, le service sans âme. La jeune fille s'éloigna sans un mot de reconnaissance, et Éléanore reposa la théière sur son support, ses doigts endoloris par la chaleur qui s'infiltrait à travers l'anse malgré le tissu enroulé autour. Elle s'accorda un instant pour contempler la salle de bal, ce monde scintillant qui avait été le sien et qui existait maintenant au-delà d'une barrière invisible mais impénétrable, et son regard balaya les danseurs, les mères marieuses, les gentilshommes se pavanant, jusqu'à ce qu'une agitation soudaine près de l'entrée la fasse s'arrêter. Le duc de Northmere était arrivé, fraîchement revenu de ses domaines du Nord, et la foule s'écarta devant lui comme la mer, rouge devant Moïse. Chaque dame célibataire et sa mère suivant sa progression avec l'intensité concentrée de chasseurs apercevant leur proie, et Éléanore sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas de l'espoir, jamais de l'espoir, car elle avait appris cette leçon trop parfaitement, mais peut-être un écho d'un chagrin ancien, un rappel de rêve depuis longtemps enseveli sous le poids des théières en argent, du service et de la survie. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Alexander Ashford, duc de Northmere, se déplaçait à travers la foule avec l'aisance experte d'un homme né pour commander l'attention. Ses cheveux sombres captant la lumière des bougies alors qu'il inclinait la tête pour accuser réception des salutations, et Éléanore observa depuis son poste dans le coin qu'il possédait la prestance de quelqu'un qui portait un grand poids avec une apparente facilité, bien qu'elle crût déceler dans la tenue de ses épaules quelque chose qui parlait de lassitude, d'un devoir assumé depuis si longtemps qu'il était devenu indiscernable de l'identité. Il avait peut-être la trentaine, grand et large d'épaules dans ses habits de soirée, et quelques instants après son arrivée, la machinerie matrimoniale du ton
s'était enclenché avec une efficacité impitoyable, alors que des mères ambitieuses poussaient leurs filles sur son chemin avec la subtilité de généraux déployant leurs troupes, et Éléanore regarda la danse familière se dérouler, se souvenant avec une pointe de douleur du temps où elle aussi avait été l'une de ces jeunes filles pleines d'espoir, quand sa propre mère l'avait guidée vers des gentilshommes éligibles, avec de doux encouragements plutôt qu'avec calcul. Le duc accepta une coupe de champagne d'un laquais qui passait et scruta la salle de bal avec une expression qu'Éléanore ne pouvait tout à fait déchiffrer, quelque chose entre la résignation et un intérêt soigneusement entretenu, et elle se surprit à se demander ce que cela devait être d'être poursuivi si implacablement, de savoir que chaque sourire qui vous était adressé dissimulait un agenda, chaque conversation une subtile négociation pour une position et une alliance. Lady Pemberton elle-même l'approcha, présentant sa nièce, une jolie blonde, qui fit une révérence avec une grâce experte. Et le duc s'inclina avec une formalité égale, avant de conduire la jeune fille sur la piste pour la prochaine danse, et Éléanore reporta son attention sur sa théière, alors qu'une douairière aux manières impérieuses exigeait un Earl Grey avec du citron, s'adressant à Éléanore comme si elle était sourde, en plus d'être invisible. Elle versa avec des mains stables, murmurant les réponses appropriées, mais son regard retourna malgré elle vers les danseurs, observant le duc se mouvoir à travers les figures du quadrille avec une précision mécanique, son visage un masque d'attention polie, tandis que sa partenaire bavardait gaiement, et quelque chose dans cette performance du devoir résonna avec le propre maintien soigné de la bienséance d'Éléanore, son propre théâtre quotidien de services joyeux qui dissimulait le chagrin qu'elle portait comme une pierre dans sa poitrine. 8 ans auparavant, elle avait porté une robe de soie primevère à un bal très semblable à celui-ci, ses cheveux coiffés de fleurs fraîches, son carnet de bal rempli avant même qu'elle ne soit là depuis une demi-heure, et elle avait cru avec la certitude de la jeunesse que sa vie se déroulerait selon le schéma attendu. Un bon parti, un foyer confortable, des enfants, les satisfactions tranquilles d'une vie bien menée dans les limites prescrites par la société. Puis, les investissements de son père s'étaient effondrés, les murmures avaient commencé, les prétendants s'étaient évaporés comme la brume du matin, et en moins de 3 mois, son père s'était donné la mort dans son bureau, tandis que sa mère pleurait dans le salon, et le monde d'Éléanore s'était brisé si complètement que parfois elle sentait encore les arêtes vives de cette fracture, se réveillant encore en s'attendant à se retrouver dans sa chambre de jeune fille pour ensuite se souvenir. Le quadrille se termina, le duc raccompagna sa partenaire auprès de sa mère, et alors qu'il se tournait vers la zone des rafraîchissements, Éléanore se retrouva à regarder directement dans ses yeux à travers la salle de bal bondée, et pendant un instant qui parut s'étirer d'une longueur impossible, leurs regards se croisèrent, le sien sombre et indéchiffrable, le sien révélant sûrement trop de la mélancolie qu'elle s'efforçait tant de dissimuler, puis une matrone entra dans son champ de vision pour exiger du thé, et quand Éléanore regarda à nouveau, le duc s'était détourné, acceptant une autre présentation à une autre jeune dame éligible, et l'instant passa comme s'il n'avait jamais existé, laissant Éléanore se demander si elle avait imaginé cette brève connexion, cet éclair de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer dans les yeux d'un étranger. Les semaines passèrent au rythme familier de l'existence circonscrite d'Éléanore, chaque jour suivant le schéma qu'elle avait établi au cours de ses 8 années de situation réduite, et ses matinées se passaient dans le salon privé de la douairière où elle aidait à la correspondance, sa belle écriture transcrivant invitations et réponses, tandis que Lady Pemberton dictait depuis son fauteuil près de la fenêtre. Et les après-midi trouvaient Éléanore dans l'office à préparer des tisanes et des remèdes sous l'œil vigilant de la gouvernante, ses mains stables mesurant et mélangeant, trouvant une sorte de méditation dans ce travail précis qui ne demandait aucune émotion, seulement de la compétence.
Les soirées amenaient la succession sans fin de bals, de soirées et de concerts où la société londonienne s'exhibait dans toute sa superficialité étincelante, et Eleanor reprenait son poste aux tables de rafraîchissement, versant thé, limonade et champagne avec la même invisibilité experte, ses mouvements si automatiques qu'elle pouvait les exécuter tandis que son esprit dérivait ailleurs, vers des souvenirs ou la poésie qu'elle lisait tard dans la nuit quand le sommeil la fuyait, et que la petite chambre dans les quartiers des domestiques ressemblait à la fois à un sanctuaire et à une prison. Le duc de Northmere apparaissait fréquemment à ces rassemblements, sa présence provoquant l'agitation habituelle parmi le cercle des marieuses, et Eleanor se disait qu'elle ne remarquait pas les petits moments qui s'accumulaient comme des pièces dans une bourse, la façon dont il demandait du thé à sa table spécifiquement, même lorsque d'autres postes de rafraîchissement étaient plus proches, le merci discret qu'il offrait avec un véritable contact visuel, plutôt que le congédiement absent que la plupart des invités lui accordaient, le bref signe de tête qui suggérait qu'il la voyait comme une personne plutôt que comme un meuble. Elle rejetait ces exemples comme des coïncidences, comme la courtoisie naturelle d'un gentilhomme élevé avec de bonnes manières, car elle avait appris 8 ans plus tôt le terrible coup de l'espoir, l'avait senti se briser dans sa poitrine, lorsque la disgrâce de son père l'avait transformée du jour au lendemain de jeune dame éligible en fardeau non mariable, et elle ne voulait pas, ne pouvait pas, se permettre d'imaginer une signification dans la politesse d'un duc envers une femme qui lui servait son thé. Mary, la femme de chambre qui était devenue la seule véritable amie d'Eleanor dans cette maison, remarqua ce qu'Eleanor s'efforçait tant d'ignorer, et un soir, alors qu'elle se préparait pour le lit dans les quartiers des domestiques, Mary observa avec sa franchise caractéristique que le duc semblait rechercher le poste d'Eleanor avec une constance remarquable, mais Eleanor secoua fermement la tête et insista que cela ne signifiait rien, que les gentilshommes de son rang ne se préoccupaient pas des femmes de sa situation, et même s'ils le faisaient, ce n'était jamais avec des intentions honorables, et elle avait sa fierté, si rien d'autre. Sa chambre était petite, mais la sienne, un luxe dans les quartiers des domestiques bondés, et elle contenait ses quelques possessions, le médaillon de sa mère qu'elle portait toujours contre son cœur, les 3 livres qu'elle avait réussi à garder lorsque tout le reste avait été vendu pour payer les dettes de son père, un châle que sa mère avait tricoté durant le dernier hiver de sa vie avant que le chagrin ne la consume entièrement. La nuit, lorsque la maison se calmait enfin et que les bougies se consumaient, Eleanor ouvrait son volume de Wordsworth et lisait à la lumière vacillante, cherchant dans ses vers sur la nature et la mémoire un certain réconfort pour la douleur qui ne quittait jamais tout à fait sa poitrine, le désir non pas de ce qu'elle avait perdu, mais de ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu, la sécurité de connaître sa place dans le monde, le confort d'appartenir à quelque part, le simple besoin humain d'être vue, connue et appréciée pour elle-même, plutôt que pour son utilité. La garden party à Richmond se déroula sous un soleil d'été lourd et doré dans un ciel sans nuages. Et Eleanor se tenait à son poste, assignée à l'ombre d'un chêne ancien, versant de la limonade dans des verres de cristal qui captaient la lumière et projetaient des reflets dansants sur la nappe de lin blanc, et l'air portait le parfum des roses en pleine floraison, leur fragrance presque écrasante dans la chaleur de l'après-midi, mêlée à l'odeur verte de l'herbe fraîchement coupée et à la douceur délicate des glaces servies sur la terrasse. Les dames se déplaçaient dans les jardins comme un vol d'oiseaux aux couleurs vives dans leurs mousselines d'été et leurs ombrelles de soie, et Eleanor accomplissait ses tâches avec la même invisibilité soignée qu'elle avait cultivée au cours de ses 8 années, ses mains stables tandis qu'elle servait le liquide frais à la louche, ses réponses aux demandes automatiques et appropriées. Et elle essayait de ne pas remarquer lorsque le duc de Northmere arriva avec un groupe d'invités, essayait de ne pas suivre sa progression à travers la foule alors qu'il traversait la pelouse,
mais la conscience de sa présence était comme une chose physique, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil d'été. Il s'approcha de son poste avec ce qui semblait être une intention décontractée, et le cœur d'Éléanore se mit à battre trop vite, alors qu'il s'arrêtait devant sa table, et quand il parla, sa voix était assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre sous le bavardage des autres invités, et il posa des questions sur les roses, si elle connaissait la variété plantée le long du mur sud, et elle répondit avec une parfaite bienséance qu'elle croyait qu'il s'agissait de rosiers bourbons, votre grâce, notant leurs fleurs roses et leur parfum particulièrement fort, et il hocha la tête comme si cette information présentait un réel intérêt, puis commenta le temps, la clarté remarquable de la journée, et Éléanore convint qu'il faisait en effet beau, bien qu'elle sentît l'absurdité de cet échange ordinaire, même en y participant, car il lui parlait comme si elle était une personne dont les opinions pouvaient avoir de l'importance, comme si elle était quelqu'un avec qui il valait la peine de converser plutôt qu'une simple servante à diriger. Les autres domestiques avaient commencé à remarquer, Éléanore pouvait sentir leurs regards dans son dos, et elle savait qu'il y aurait des chuchotements plus tard dans l'office des domestiques, des spéculations, et peut-être du ressentiment qu'elle est, d'une manière ou d'une autre, attirer l'attention du duc, et quand il s'éloigna enfin avec une légère révérence qui était tout à fait inappropriée à leur statut respectif, Éléanore se retrouva à trembler légèrement en versant de la limonade pour l'invité suivant, son sang-froid soigneusement entretenu, ébranlé par le simple fait d'avoir été traitée comme si elle comptait. Ce soir-là, après le départ des invités, et alors qu'Éléanore aidait à débarrasser les tables de rafraîchissement, la douairière. Lady Pemberton l'appela à part dans le petit salon où elle travaillait parfois à la correspondance, et l'expression de la femme plus âgée était gentille mais sérieuse, alors qu'elle suggérait doucement qu'Éléanore ne devait pas confondre la courtoisie d'un gentilhomme avec un intérêt plus profond, que le duc était connu pour ses manières impeccables et sa considération envers toutes les personnes, quel que soit leur statut, mais qu'une telle gentillesse ne devait pas être mal interprétée, et Éléanore l'assura, avec une parfaite sincérité, qu'elle n'entretenait aucune illusion, qu'elle comprenait sa place et ne présumerait jamais au-delà. Mais cette nuit-là, seule dans sa petite chambre, avec la seule bougie se consumant sur sa table d'écriture, Éléanore s'autorisa des larmes qu'elle ne s'était pas permises depuis des années, et ce n'étaient pas des larmes d'espoir ou de folles fantaisies romantiques, car elle savait mieux que d'espérer ce qui ne pourrait jamais être, mais plutôt des larmes pour le rappel de tout ce qu'elle avait perdu, pour le contraste saisissant entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle était devenue. Et le fossé entre ces deux versions d'elle-même semblait infranchissable, vaste comme un océan, et elle pleura silencieusement dans son oreiller pour la jeune fille qui avait cru un jour que le monde était plein de promesses, pour la femme qui versait maintenant de la limonade lors de garden party et était reconnaissante même pour cette petite mesure de sécurité. Et quand les larmes s'arrêtèrent enfin, elle se sentit vidée et épuisée, mais aussi en quelque sorte purifiée, comme si elle avait reconnu un chagrin qu'elle gardait habituellement soigneusement enfermé. L'automne arriva avec sa mélancolie caractéristique, les feuilles virant à l'or et au cramoisi dans les squares de Londres, et l'air portant ce parfum particulier de décomposition et de transformation qui marquait le passage de la saison. Et selon toutes les attentes raisonnables, le duc de Northmere aurait dû partir pour ses domaines il y a des semaines, car la saison était terminée et le devoir l'appelait à superviser la récolte et à s'occuper des affaires de terre et de locataires qui nécessitaient la présence d'un maître. Pourtant, il restait à Londres sans aucune explication offerte aux matrones curieuses de la société qui chuchotaient derrière leurs éventails sur son séjour prolongé sans précédent. Éléanore remarqua sa présence continue au rassemblement qui avait encore lieu en cette période plus calme de l'année, de plus petites réceptions, des concerts et des dîners intimes, où le service des rafraîchissements nécessitait moins de personnel, mais exigeait toujours sa présence,
et elle se sentait de plus en plus troublée par sa constance, par la façon dont son cœur la trahissait par ses battements accélérés chaque fois qu'il entrait dans une pièce, et elle se disait fermement que son séjour en ville n'avait rien à voir avec elle, qu'un duc avait sûrement des affaires et des obligations sociales qui le retenaient ici, qu'elle était stupide et vaine d'imaginer faire partie de ces considérations. Lors d'un concert donné dans le salon de Lady Morrison par une soirée d'octobre particulièrement belle, Eleanor se tenait à son poste pendant l'entracte entre les performances, versant du vin dans de délicats verres de cristal, tandis que les invités se levaient de leurs chaises, s'étiraient et conversaient dans le faible murmure qui passait pour une conversation polie. Et elle tendait le bras sur la table pour remplir la carafe lorsque Lady Cecilia Hartford s'approcha avec un petit groupe de ses amies intimes, de jeunes femmes dont la beauté n'avait d'égal que leur cruauté, et Eleanor avait servi Lady Cecilia de nombreuses fois au fil des ans, et savait ne s'attendre à rien d'autre qu'à une impolitesse dédaigneuse. Mais ce qui se passa ensuite dépassa la simple impolitesse pour devenir une méchanceté délibérée. Lady Cecilia accepta le verre de vin qu'Eleanor lui offrit, son sourire acéré et froid, puis avec un rire qui sonna comme du verre brisé, elle inclina son poignet et laissa le liquide rouge sombre se déverser sur le devant de la robe grise et simple d'Eleanor, le vin s'imprégnant dans le tissu et s'étalant comme du sang. Et ses amis ricanèrent derrière leurs éventails, tandis que Lady Cecilia disait avec une fausse préoccupation que, ô mon Dieu, comme les domestiques étaient maladroits de nos jours, peut-être Eleanor devrait-elle faire plus attention dans ses fonctions. Eleanor sentit la honte familière et brûlante monter dans sa poitrine, mais des années de pratique lui permirent de maintenir parfaitement son sang-froid, et elle fit une révérence et s'excusa comme si la faute était en effet la sienne, comme si elle avait d'une manière ou d'une autre fait en sorte qu'un invité verse du vin sur elle, et elle murmura qu'elle se retirerait immédiatement pour nettoyer la tâche, et assura à Lady Cecilia qu'il n'y avait pas de mal, et elle se tourna avec autant de dignité qu'elle put rassembler et se dirigea vers le couloir des domestiques, sentant le poids des regards curieux suivre sa progression à travers la pièce. Dans le couloir au-delà du salon, loin des yeux des invités, Eleanor s'autorisa enfin à s'arrêter et à prendre une profonde inspiration, et elle baissa les yeux sur la robe ruinée et sentit des larmes lui piquer les yeux, non pas pour la robe qui était vieille et simple, mais pour l'humiliation délibérée, pour le rappel qu'elle existait à la merci de ceux qui pouvaient la blesser en toute impunité. Et elle levait la main pour effleurer la tache de vin lorsqu'une voix derrière elle la fit se figer. Le duc de Northmere se tenait dans le couloir, et son expression était orageuse d'une manière qu'Eleanor n'avait jamais vue, et sa voix, quand il parla, était tendue d'une colère à peine contenue, alors qu'il disait que ce qui venait de se produire était inadmissible. Et Eleanor se retrouva à bégayer que ce n'était qu'un accident. « Votre grâce, ces choses arrivent », mais il la coupa d'un geste sec et dit d'un ton qui ne souffrait aucune discussion qu'ils savaient tous deux parfaitement que ce n'était pas un accident, et l'air entre eux semblait chargé de quelque chose de dangereux et d'électrique. Eleanor s'aperçut qu'elle ne pouvait soutenir son regard, ne pouvait supporter la colère qu'elle y voyait en son nom, car elle n'avait aucun droit à sa défense, et son intervention ne faisait que rendre sa situation plus précaire, et elle chuchota qu'elle devait partir, qu'elle devait changer de robe, et avant qu'il ne puisse répondre, elle s'enfuit dans le couloir vers la zone des domestiques, le cœur battant, les mains tremblantes et l'esprit tourbillonnant de confusion, de peur et de quelque chose d'autre qu'elle n'osait nommer. Le duc resta seul dans le couloir sombre un long moment après sa disparition, et il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une dernière barrière s'effondrant, et il sut avec une certitude absolue qu'il ne pouvait plus prétendre qu'Eleanor Hartley n'était qu'une femme qui servait du thé lors des réceptions de la société, ne pouvait plus se convaincre que son intérêt n'était qu'une préoccupation compatissante pour quelqu'un qui avait subi un malheur, car ce qu'il ressentit en la regardant endurer cette cruauté désinvolte avec une telle dignité silencieuse
n'était pas de la compassion, mais quelque chose de bien plus profond et de bien plus dangereux. Et cette prise de conscience l'exalta et le terrifia à parts égales. Le duc de Northmere retourna à son bureau aux petites heures du matin après le concert, et il s'assit à son bureau avec une seule bougie allumée, tandis que le reste de sa maison dormait, et il s'aperçut qu'il ne pouvait chasser de son esprit l'image d'Eleanor Hartley debout dans ce couloir, avec du vin tachant sa robe et des larmes qu'elle ne se permettait pas de verser brillant dans ses yeux. Et il réalisa, avec une clarté surprenante, qu'il ne savait presque rien d'elle, au-delà de ce qu'il avait observé ces derniers mois, ne savait rien de la façon dont elle en était venue à occuper une telle position, ou des circonstances qui avaient réduit une femme de bonne naissance à servir des rafraîchissements lors des réceptions de la société. Il commença à faire des recherches le lendemain, des questions discrètes posées à ceux qui pouvaient se souvenir des événements d'il y a 8 ans, et ce qu'il apprit le remplit d'un mélange d'admiration et de fureur face à la cruauté de la fortune et de la société. Le père d'Eleanor, Thomas Hartley, avait été un gentilhomme de moyens modestes mais de bonne famille, et il avait fait des investissements que ses conseillers lui assuraient être solides, plaçant presque toute sa fortune dans une entreprise de transport maritime qui promettait des rendements remarquables. Mais les navires avaient été perdus dans une tempête au large des côtes africaines, et la société s'était effondrée sous des dettes qu'elle ne pouvait honorer. Et Thomas Hartley se retrouva ruiné non seulement en fortune, mais aussi en réputation. Car des rumeurs disaient qu'il savait que l'entreprise était peu solide et qu'il avait encouragé d'autres à investir également. La honte et la soudaineté du revers l'avaient brisé, et un matin, son valet l'avait trouvé dans son bureau avec un pistolet à la main et sa vie terminée par son propre acte, et la mère d'Eleanor avait à peine tenu 6 mois après cela, le chagrin la consumant jusqu'à ce qu'elle s'éteigne simplement, comme une bougie, se consumant jusqu'à rien. Eleanor, à 18 ans, s'était retrouvée seule au monde, sans fortune, sans famille, et avec un nom entaché par le scandale et le suicide, et les jeunes hommes qui avaient dansé avec elle, et les familles qui l'avaient accueillie dans leur salon s'étaient retirées comme si elle portait une sorte de contagion, et elle avait fait face à un choix qui aurait brisé la plupart des femmes de son âge et de sa condition. Le duc apprit que la douairière Lady Pemberton, qui avait été une amie de la mère d'Eleanor, lui avait offert un poste qui était de la charité déguisée en emploi, permettant à Eleanor de maintenir une petite mesure de dignité tout en lui fournissant abri et sécurité, et Eleanor avait accepté avec gratitude et avait accompli ses tâches pendant 8 ans avec une grâce qui témoignait d'une force de caractère remarquable. Il apprit aussi qu'avant la ruine de son père, elle avait été considérée comme une jeune dame accomplie, qu'elle jouait du pianoforte avec un sentiment et une habileté authentiques, qu'elle parlait couramment le français et l'italien, qu'elle était connue pour sa gentillesse envers les moins fortunés et ses manières douces, et le duc se sentit rempli d'une admiration croissante pour une femme qui avait enduré une perte si catastrophique et avait choisi la survie avec dignité, plutôt que les alternatives désespérées que la société offrait aux dames de bonne naissance ruinées. Pendant ce temps, Eleanor avait commencé à remarquer, avec une alarme croissante, que la présence du duc aux rassemblements sociaux semblait calculée pour le rapprocher de son poste, qu'il recherchait sa table de rafraîchissement, même lorsque d'autres étaient plus proches ou plus pratiques, et elle se sentait simultanément attirée et effrayée par son attention, car elle avait appris par une amère expérience à ne pas espérer ce qui ne pourrait jamais être, mais son cœur traître semblait déterminé à ignorer les leçons que 8 années de servitude lui avaient enseignées, et elle restait éveillée dans sa petite chambre la nuit, se disputant avec elle-même sur l'impossibilité de sa situation, tandis qu'une partie stupide d'elle-même insistait pour se souvenir de la chaleur dans ses yeux et de la colère qu'il avait montrée en son nom. Et elle savait que de telles pensées étaient dangereuses et ne pouvaient mener qu'à plus de douleur,
mais elle ne pouvait tout à fait supprimer l'agitation non désirée de sentiments que sa gentillesse continue provoquait. La pluie commença comme un murmure contre les fenêtres de la maison de ville de Lady Morrison, un soir de fin octobre, et au moment où les invités s'étaient rassemblés dans la salle de bal pour ce qui promettait d'être une soirée de danse exceptionnelle, le murmure était devenu un tambourinage régulier qui fournissait un contrepoint mélancolique à la musique joyeuse de l'orchestre, et Éléanore se tenait à son poste près des portes de la terrasse, sentant le courant d'air frais qui se glissait à travers la vitre, et pensant que la pluie correspondait parfaitement à son humeur, car elle avait passé les dernières semaines dans un état de profonde confusion au sujet du duc de Northmere et de son attention inexplicable envers elle, et elle avait résolu ce soir de maintenir une distance stricte et une attitude de servante appropriée, peu importe la gentillesse de ses yeux ou la douceur de ses paroles. La salle de bal était particulièrement bondée, car les réceptions de Lady Morrison étaient réputées pour leur excellente musique et la qualité du souper, et Éléanore se retrouvait constamment à verser du vin et de la limonade et à répondre aux questions sur les rafraîchissements tout en essayant de rester aussi invisible que possible. Et pendant une contredanse particulièrement énergique, alors que les danseurs étaient occupés et les invités rassemblés près des musiciens pour regarder, elle s'accorda un moment de répit et se glissa par les portes de la terrasse dans l'air frais de la nuit, respirant profondément l'atmosphère lavée par la pluie et sentant la tension dans ses épaules se relâcher légèrement alors qu'elle se tenait dans l'abri ombragé du portique. La pluie tombait en rideaux d'argent au-delà de la balustrade de pierre, et elle la regardait avec quelque chose qui approchait la paix, reconnaissante pour cette brève évasion de la performance constante de la servitude, et elle était si perdue dans la contemplation de la tempête qu'elle n'entendit pas les pas derrière elle jusqu'à ce que la voix du duc dise doucement « Ne dansez-vous donc plus jamais, mademoiselle Hartley ?» Et elle se retourna en sursaut, le cœur lui montant à la gorge à la fois à cause de sa présence et de l'utilisation de son nom avec la formule de politesse appropriée, car comment connaissait-il même son nom complet alors qu'elle ne lui avait jamais été présentée, alors qu'elle était censée être anonyme et interchangeable avec n'importe quelle autre servante. Elle fit une révérence rapide, son esprit s'emballant, et réussit à dire avec un sang-froid tolérable « Je sers, votre grâce, je ne danse pas. » Et il se déplaça pour se tenir à côté d'elle à la balustrade, sans la toucher, mais assez près, pour qu'elle puisse sentir la chaleur de sa présence, et il dit de ce ton réfléchi qu'elle avait appris à reconnaître. Cela semble un terrible gâchis, et elle ne sut que répondre à cela, ne sut pas à quel jeu il jouait, ni pourquoi il la cherchait dans l'obscurité, alors que la salle de bal était pleine de dames qui danseraient avec lui, avec empressement. Il l'interrogea alors sur sa musique préférée, sa voix douce et sincèrement curieuse, et Éléanore sut qu'elle devrait esquiver, maintenir son rôle, ne pas engager de conversation personnelle avec un duc, mais quelque chose dans la pluie et l'obscurité et la lassitude de 8 ans de faux-semblants la fit répondre honnêtement qu'elle préférait Mozart, en particulier le concerto pour piano Endeg 21, et quand il lui demanda pourquoi cette pièce en particulier, elle se retrouva à dire avant de pouvoir arrêter les mots, pour son espoir mélancolique, puis elle se reprit et se tut, horrifiée d'avoir révélé quelque chose de si personnel, quelque chose qui parlait de l'étrange contradiction de son existence, où elle pleurait ce qu'elle avait perdu, tout en nourrissant une folle braise d'espoir que la vie contenait peut-être plus qu'un service sans fin. Le duc ne dit rien pendant un long moment, et Éléanore pouvait sentir qu'il enregistrait ce détail, pouvait sentir son attention concentrée sur elle avec une intensité qui lui donnait envie de fuir et de rester à parts égales, et la pluie s'intensifia autour d'eux, tambourinant plus fort contre la pierre et la terre. Et ils se tinrent dans un silence complice qui semblait à la fois dangereux et étrangement paisible, et Éléanore savait que la bienséance exigeait qu'elle rentre,
que ce moment seul avec lui dans l'obscurité était inconvenant et pouvait être mal interprété, mais elle ne pouvait se résoudre à bouger, ne pouvait renoncer à cette étrange intimité de pluie partagée et de conversation tranquille, jusqu'à ce que finalement le devoir et la peur l'emportent sur le désir, et qu'elle murmure qu'elle devait retourner à son poste, et elle s'enfuit de nouveau dans le bruit vif de la salle de bal, laissant le duc seul sur la terrasse à regarder la pluie et à penser à l'espoir mélancolique. Le duc de Northmere était assis dans sa bibliothèque le matin, après la rencontre pluvieuse sur la terrasse de Lady Morrison, et il se trouvait incapable de se concentrer sur les rapports de domaine que son intendant avait envoyés des propriétés du Nord, car son esprit revenait sans cesse à Eleanor Hartley, debout dans l'obscurité, lavée par la pluie, parlant d'espoir mélancolique, et il sut avec une certitude qui l'exaltait et le troublait, à la fois qu'il était tombé amoureux d'une femme dont les circonstances faisaient de tout attachement à elle une source de scandale potentiel et de difficultés sociales, et pourtant il ne pouvait se soucier du scandale en pensant à sa dignité silencieuse et à la force qu'il avait dû lui falloir pour endurer 8 ans de servitude avec une telle grâce. Il était censé bien se marier, cela, il le savait avec la clarté qui venait d'une vie de responsabilité ducale. Censé choisir une épouse parmi les candidates appropriées dont les lignées et les fortunes consolideraient les domaines et assureraient la succession, et son oncle lui avait envoyé plusieurs lettres détaillant les vertus de diverses jeunes dames qui feraient des duchesses convenables. Mais quand Alexander pensait aux jeunes filles avec qui il avait dansé pendant la saison, il les trouvait toutes fades et ennuyeuses comparées à la substance et au caractère authentique d'Eleanor, et il réalisa qu'il avait accompli les rituels de la cour sans aucun engagement réel de son cœur, jusqu'à ce qu'il commence à remarquer la femme qui servait le thé aux tables de rafraîchissement. Il envoya un mot à son ami le plus proche, Lord Carrington, demandant sa présence cet après-midi, et quand Carrington arriva, Alexander leur versa à tous deux du brandy, malgré l'heure matinale, et dit sans préambule qu'il avait l'intention de courtiser mademoiselle Eleanor Hartley, et Carrington, qui connaissait le duc depuis leur jour d'école, posa son verre et dit avec précaution qu'un tel attachement causerait un scandale considérable, étant donné ses circonstances actuelles, ce à quoi Alexander répondit qu'elle était de bonne naissance et n'avait rien fait pour mériter le revers de fortune qui l'avait placée en service. Carrington, toujours pragmatique, souligna que sa bonne naissance datait d'il y a 8 ans, et que maintenant elle était considérée comme à peine mieux qu'une servante, que la société n'accepterait jamais un tel mariage sans une résistance considérable, que la famille du duc serait horrifiée. Et Alexander sentit la colère monter dans sa poitrine face à l'arbitraire et à la cruauté des règles sociales qui pouvaient rejeter la valeur d'une femme sur la seule base de l'accident des investissements ratés de son père, et il dit avec chaleur « Elle est moins digne parce que le malheur a frappé, parce que son père a pris de mauvaises décisions et s'est donné la mort. Elle doit être condamnée à l'invisibilité pour toujours. » Carrington, voyant la passion sincère de son ami, s'adoucit et admit qu'il ne voyait personnellement rien de mal dans le caractère d'Éléanore, mais avertit que le duc devait se préparer à une opposition de toutes parts, de la famille comme de la société, et Alexander dit doucement qu'il n'avait jamais été plus certain de quoi que ce soit dans sa vie. Qu'Eleanor Hartley possédait plus d'intégrité et de compassion que n'importe quelle femme de sa connaissance, et qu'il préférerait affronter le scandale avec elle que la sécurité sans elle. Pendant ce temps, dans la maison Pemberton, Eleanor se retrouva l'objet de conversations chuchotées parmi les autres domestiques, car plusieurs avaient remarqué l'attention particulière du duc à son égard lors de diverses réceptions, et la gouvernante, Madame Dalworth, convoqua Eleanor dans son bureau et la mit sévèrement en garde contre le fait de nourrir des aspirations inappropriées, lui rappelant qu'elle tenait son poste grâce à la charité de la douairière
et que le moindre soupçon d'inconvenance entraînerait un renvoi immédiat, et Eleanor, le visage brûlant d'humiliation, assura à madame d'Alworth qu'elle comprenait parfaitement sa place et n'avait aucune illusion sur la gentillesse du duc, qui n'était sûrement rien de plus que la courtoisie naturelle d'un gentilhomme. Elle retourna dans sa petite chambre et s'assit sur le lit étroit, sentant le poids de sa situation impossible l'écraser, car même en disant à madame d'Alworth et à elle-même qu'elle n'entretenait aucun espoir concernant le duc, son cœur traître insistait pour se souvenir de la chaleur dans ses yeux quand il la regardait et de l'intérêt sincère dans sa voix quand il l'interrogeait sur sa musique préférée, et elle savait qu'elle courait le grave danger de se permettre de ressentir des choses qui ne pouvaient mener qu'au chagrin et peut-être à la perte de la petite sécurité qu'elle avait réussi à maintenir ces 8 années. Mais elle ne pouvait tout à fait réprimer la folle braise d'espoir qui vacillait dans sa poitrine chaque fois qu'elle pensait à lui debout à ses côtés sous la pluie. Le bal des Pemberton arriva le premier vendredi de novembre, et il était connu dans toute la société londonienne comme l'événement de la saison, car la douairière Lady Pemberton ne lésinait sur aucune dépense pour créer une soirée de musique exceptionnelle, de rafraîchissements exquis et une atmosphère d'élégance raffinée qui rendait toutes les autres hôtesses de la ville vertes de jalousie. Et Eleanor avait reçu la responsabilité de gérer l'ensemble du service des rafraîchissements, ce qui signifiait coordonner 3 autres domestiques, s'assurer que le flux de champagne, de vin et de limonade ne faiblisse jamais, et maintenir la présentation élaborée des mets délicats qui ornaient les tables de la salle à manger, et elle avait passé toute la journée à se préparer, ses mains arrangeant les plateaux d'argent et les verres de cristal jusqu'à ce qu'ils brillent à la lueur des bougies, son esprit concentré sur les 1000 détails qui feraient que la soirée se déroulerait sans accroc et ferait honneur à la douairière qui lui avait montré tant de bonté. Les invités commencèrent à arriver à 9 heures, et Eleanor observa depuis sa position près des tables de rafraîchissement la crème de la société défiler dans la file de réception dans leurs soies et leurs bijoux, les robes des dames dans des tons de rose, de crème et de bleu pâle, les gentilshommes dans leurs sévères tenues de soirée noire, et elle sentit le pincement familier dans sa poitrine à la vue du monde qu'elle avait autrefois habité et dont elle était maintenant exclue pour toujours. Mais elle repoussa ce sentiment et se concentra sur ses devoirs, dirigeant les laquais pour qu'ils circulent avec des plateaux de champagne, s'assurant que les douairières assises le long du mur aient un accès facile au rafraîchissement, maintenant le bon fonctionnement qui était attendu d'elle. Le duc de Northmere arriva tard, après la fin des premières danses, et le cœur d'Eleanor fit un bond traître quand elle le vit entrer dans la salle de bal, grand et aux cheveux sombres, et en quelque sorte séparé de la foule scintillante, bien qu'en faisant partie intégrante, et elle observa sous ses cils baissés comment il saluait la douairière et plusieurs autres invités, s'attendant à ce qu'il se dirige vers la danse et choisisse une partenaire parmi les jeunes dames qui le regardaient avec un espoir à peine dissimulé, peut-être Lady Cecilia Hertford, qui était particulièrement belle ce soir en soie ivoire, ou mademoiselle Caroline Whitmore, dont la fortune et la lignée faisaient d'elle un parti éminemment convenable. Mais au lieu de cela, il se déplaça à travers la pièce, avec ce qui semblait être une intention, ses yeux balayant la foule, et Eleanor sentit une vague de panique lorsqu'elle réalisa qu'il cherchait quelque chose ou quelqu'un, puis son regard la trouva à la table des rafraîchissements et s'y fixa, et elle le vit commencer à traverser directement vers elle, et chaque pensée rationnelle dans son esprit criait que c'était dangereux, qu'elle devrait détourner le regard, qu'elle devrait s'occuper d'une tâche, mais elle se retrouva figée sur place alors qu'il s'approchait. Il s'arrêta juste devant sa table, et elle pouvait sentir l'attention des invités proches commencer à se tourner vers eux, pouvait sentir l'onde de curiosité se propager dans la pièce, et il dit d'une voix qui portait juste assez loin « Mademoiselle Hartley », et elle fit une révérence automatiquement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle murmurait
votre grâce. » Et le monde sembla se réduire à eux deux debout là, pendant que la salle de bal retenait son souffle. Et puis il dit, clair et sans équivoque, « Je me trouve avoir besoin d'une partenaire pour la prochaine valse. » Et Éléanore sentit le sang quitter son visage, alors que le silence se propageait comme des ondulations sur une eau calme. Les invités se tournant pour regarder, les conversations s'interrompant, l'air même semblant s'épaissir de choc et de spéculation, et elle réussit à dire à travers des lèvres engourdies, « Sûrement, n'importe quelle jeune dame ici serait honorée, votre grâce. » faisant un vague geste vers la pièce pleine de débutantes éligibles, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage, alors qu'il répondait avec une clarté dévastatrice. « Je ne demande à aucune jeune dame, je vous demande à vous. » Et la salle de bal était devenue complètement silencieuse maintenant, l'orchestre se taisant entre deux morceaux, chaque œil tourné vers le duc et la servante à la table des rafraîchissements. Et la panique d'Éléanore monta comme une marée, parce que c'était impossible, c'était inconvenant, cela les ruinerait tous les deux. Et elle chuchota désespérément, « Je ne peux pas, votre grâce. » Et sa réponse vint douce mais implacable, « Ne pouvez-vous pas ou ne voulez-vous pas ?» Éléanore sentit le poids de chaque regard dans la salle de bal peser sur elle, alors qu'elle se tenait figée devant le duc, et elle chuchota désespérément, « Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. » Sa voix à peine audible, au-dessus du silence soudain qui était tombé sur les invités assemblés. Mais sa réponse vint ferme et implacable. « Je comprends parfaitement. Je vous demande de danser avec moi. » Et puis la douairière Lady Pemberton était là, se frayant un chemin à travers la foule, avec l'autorité de l'âge et de la position, son visage un masque soigneusement contrôlé, qui ne révélait rien de ce qu'elle pouvait penser. Et elle dit d'un ton qui tentait la diplomatie, « Votre grâce, mademoiselle Hartley est à mon service, et il y a sûrement de nombreuses jeunes dames qui seraient plus appropriées. » Mais le duc l'interrompit avec une courtoisie sans faille et une détermination dévastatrice. « Alors je vous demande la permission d'emprunter ses services pour une danse, madame. » Et Éléanore sentit sa mortification s'approfondir, parce qu'il avait transformé la situation en une demande que la douairière ne pouvait possiblement refuser sans infliger une grave insulte à un duc. Et elle vit le moment où Lady Pemberton reconnut ce piège social, vit l'éclair de calcul dans les yeux de la femme plus âgée, alors qu'elle pesait les conséquences d'un refus contre le scandale d'une acceptation. Et puis le regard de la douairière se posa sur le visage du duc, et Éléanore vit quelque chose passer entre eux, une communication silencieuse qu'elle ne put interpréter, et Lady Pemberton fit un léger signe de tête et dit doucement « Une danse, votre grâce », et recula, et le duc tendit sa main vers Éléanore, paume vers le haut, attendant. Éléanore fixa cette main tendue comme si c'était à la fois le salut et la damnation, car elle pouvait voir la force dans ses doigts burinés par l'équitation et clairement habituée au travail acharné malgré son privilège, pouvait voir la fermeté de son poignet et la patience dans la façon dont il tenait son bras tendu, non pas exigeant mais invitant, et chaque règle de son existence des 8 dernières années lui criait de refuser, de faire une révérence et de demander pardon et de se retirer dans la sécurité de son poste de service. Mais quelque chose dans ses yeux, quand elle osa enfin les rencontrer, arrêta le refus sur ses lèvres, car il n'y avait là aucune pitié, aucune condescendance, mais plutôt une sorte de reconnaissance, comme s'il voyait non pas la servante en robe d'emprunt, mais la femme qu'elle avait été, et qu'elle était encore sous les couches d'humilité, forcée, et d'invisibilité apprise. La salle de bal avait éclaté en chuchotements maintenant, une marée montante de chocs, de spéculations et de scandales joyeux, et Éléanore pouvait sentir les yeux de Lady Cecilia Hertford la transpercer de haine, pouvait sentir le soupir collectif des matrones assemblées et les rires nerveux des jeunes hommes qui ne savaient comment réagir à cette violation de toutes les conventions sociales, mais la main du duc restait ferme, attendant, et Éléanore sentit quelque chose se fissurer
à l'intérieur de sa poitrine, un mur qu'elle avait construit autour de son cœur pour le protéger de l'espoir et de la douleur, et elle pensa à 8 ans de service, à être invisible et à ravaler sa fierté et son chagrin. Et elle pensa qu'il y avait peut-être des choses pires que le scandale, peut-être des choses pires que d'être vue. Et lentement, comme si elle se déplaçait dans l'eau, elle plaça sa main tremblante dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, avec une chaleur qui envoya un choc à travers tout son corps. Et elle entendit la respiration collective de la foule qui regardait alors qu'il passait sa main à son bras et l'éloignait de la table des rafraîchissements vers le centre de la piste de danse, et les chuchotements s'élevèrent en un rugissement qui sembla faire trembler les lustres mêmes. Mais Éléanore ne pouvait rien entendre d'autre que le battement de son propre cœur et l'assurance tranquille dans la voix du duc, alors qu'il murmurait pour ses oreilles seules. « Faites-moi confiance !» Et puis il les positionnait pour la valse et l'orchestre, après un moment de confusion, commença à jouer, et Éléanore reconnut avec un sursaut qu'il la traversa comme un éclair qu'il jouait Mozart, la valse du concerto pour piano numéro 21, la pièce qu'elle lui avait mentionnée sur la terrasse de Lady Morrison en parlant d'espoir mélancolique. Et elle comprit qu'il s'en était souvenu, qu'il avait arrangé cela, qu'il avait planifié tout cet instant impossible, et alors que sa main se posait sur sa taille et qu'il commençait à l'entraîner dans les premiers pas, Éléanore sentit des larmes lui piquer les yeux, même si ses pieds se souvenaient de mouvements qu'elle n'avait pas exécutés depuis 8 ans, et elle sut avec une certitude absolue que rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil. Éléanore n'avait pas valsé depuis 8 ans, mais son corps se souvenait des pas, comme s'ils avaient attendu tout ce temps dans ses muscles et ses os, et alors que la main du duc se posait fermement sur sa taille, et que son autre main serrait la sienne, avec une chaleur qui semblait brûler à travers son gant, elle se retrouva à se mouvoir avec lui dans le schéma familier de la valse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et il la mena sans effort à travers la piste, avec une confiance qui rendait impossible de trébucher, même si ses jambes tremblaient sous ses jupes. Et elle l'entendit dire doucement, sa voix ajustée pour ses seules oreilles, « Vous tremblez ». Et elle réussit à répondre à travers des lèvres qui semblaient engourdies, « Vous détruisez nos 2 réputations ». Mais sa réponse vint sans hésitation. Peut-être que certaines réputations méritent d'être détruites. Et Éléanore sentit un rire fou menacer de s'échapper de sa gorge, car c'était de la folie, c'était un suicide social, c'était tout ce qu'elle avait appris à ne pas vouloir ou espérer en 8 ans d'invisibilité soignée, et pourtant elle était là, au centre de la salle de bal de Pemberton, valsant avec un duc, pendant que toute la société londonienne regardait en silence, scandalisée. Elle prit conscience peu à peu que les autres couples qui s'étaient formés pour la danse s'étaient arrêtés, s'étaient déplacés sur les bords de la piste, dégageant un espace comme si elle et le duc étaient des artistes dans une production théâtrale. Et ils valsaient seuls au centre de la salle de bal, sous la lumière éclatante de 3 lustres massifs, tandis que des centaines d'yeux observaient, jugeaient et chuchotaient derrière des éventails et des mains gantées. Et le tumulte intérieur d'Éléanore était si féroce qu'elle pouvait à peine respirer, car il y avait de la honte, oui, une honte brûlante d'être l'objet d'un tel examen, et une peur aiguë et métallique dans sa bouche, et de la colère aussi contre lui pour les avoir mis tous les 2 dans cette position impossible, mais sous tout cela, montant comme une inondation à travers les fissures d'un barrage, il y avait quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle le reconnaissait à peine, et c'était de la joie féroce et brillante et totalement inattendue, la joie d'être vue à nouveau, de bouger sur une musique qui remuait son âme, d'être traitée non pas comme une servante ou un cas de charité ou un accessoire invisible, mais comme elle était censée être traitée, comme une femme digne de la main d'un duc et de l'attention d'un duc
et de la déclaration publique de considération d'un duc. Le duc la guida dans un tour, et elle sentit la soie de sa robe d'emprunt tournoyer autour de ses chevilles. Et elle chuchota désespérément « Pourquoi, pourquoi faites-vous cela ?» Et sa réponse vint calme mais absolument certaine, ses yeux sombres tenant les siens avec une intensité qui fit bégayer son cœur. « Parce que je ne peux plus prétendre que je ne vous vois pas. » Et Éléanore sentit quelque chose se briser dans sa poitrine à ces mots, sentit les murs soigneux qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à s'effriter, et la musique enfla autour d'eux, la valse de Mozart remplissant la salle de bal de son espoir mélancolique, la pièce même qu'elle lui avait dit aimer, et elle comprit qu'il avait arrangé cela, avait demandé cette pièce spécifique, avait planifié tout ce moment scandaleux, et pendant 3 minutes et 47 secondes, alors qu'ils se déplaçaient ensemble sur le sol poli, Eleanor n'était pas une servante ou une dame déchue ou une figure de pitié. Elle n'était pas invisible ou diminuée ou moins que ce pour quoi elle était née. Elle était simplement elle-même, Eleanor Hartley, dansant avec un homme qui la voyait et l'appréciait et était prête à braver la censure de la société pour la revendiquer. Et lorsque les dernières notes de la valse s'évanouirent dans le silence et qu'ils se tinrent immobiles au centre de la piste, sa main toujours sur sa taille et la sienne reposant toujours sur son épaule, Éléanore sut avec une certitude absolue que ce moment avait tout changé, qu'il n'y avait plus de retour possible à l'invisibilité, que quoi qu'il advienne ensuite, que ce soit la ruine ou la rédemption, elle avait été vue, reconnue et honorée devant tout Londres, et que personne ne pourrait jamais lui enlever cela. La musique se termina, et ils se tinrent immobiles au centre de la piste de danse, le duc s'inclinant avec la précision formelle de son rang, tandis qu'Éléanore faisait une révérence avec des jambes tremblantes, et le silence qui suivit fut si complet qu'Éléanore put entendre le crépitement des bougies dans les lustres au-dessus, et le bruissement de sa robe d'emprunt, alors qu'elle se redressait, et pendant un battement de cœur, 2, 3, toute l'assemblée sembla figée dans un tableau de choc. Puis le rire de Lady Cecilia Hertford retentit à travers la salle de bal, aigu, cruel et moqueur, et elle lança d'une voix conçue pour porter « Comme c'est charmant, votre grâce, dansez-vous avec toutes les servantes ?» Et les mots frappèrent Éléanore comme un coup physique, et elle entendit d'autres voix se joindre au rire. Nerveuse et incertaine, mais prenant courage de l'audace de Lady Cecilia, et le son de celui-ci fut comme une vague se brisant sur sa tête, la tirant vers le fond, la noyant dans la honte. Mais alors la voix du duc trancha le bruit, froide et acérée comme l'acier d'hiver, et il dit avec toute l'autorité de son titre et de génération de pouvoir. « Je danse avec des dames, quelque chose que vous pourriez aspirer à devenir, Lady Cecilia. » Et le rire mourut aussi brusquement qu'il avait commencé, remplacé par des halètements de choc parce que personne ne parlait à Lady Cecilia Hertford de cette manière. Son père était un comte et sa dot légendaire, mais le visage du duc était taillé dans la glace et ses yeux contenaient un tel mépris que même Lady Cecilia recula d'un pas. Et Éléanore sentit son visage brûler de mortification et d'humiliation, parce qu'elle était devenue la cause de cette scène, de ce scandale, de cette situation impossible, et elle ne pouvait le supporter, ne pouvait rester là un instant de plus avec tous ses yeux sur elle, la jugeant, la méprisant, la plaignant, et elle s'abaissa dans la plus profonde révérence qu'elle put faire, et chuchota « Excusez-moi, votre grâce ». Puis elle se mit en mouvement, marchant aussi vite que la dignité le permettait vers le couloir des domestiques, et elle entendit le duc appeler son nom, mais elle ne s'arrêta pas, ne pouvait pas s'arrêter, et elle s'enfuit par la porte qui menait aux escaliers de service, aux cuisines et au monde auquel elle appartenait, ou du moins où elle avait appartenu, jusqu'à ce que cette nuit ait tout brisé. La salle de bal derrière elle éclata dans le chaos, les voix s'élevant en chuchotements scandalisés et en spéculations excitées, et Éléanore,
pouvait entendre la voix de la douairière Lady Pemberton tentant de rétablir l'ordre, tentant de lisser ce qui ne pouvait être lissé, tandis que quelque part le duc devait sûrement faire face à un barrage de questions et de critiques. Mais Éléanore ne pouvait penser à rien de tout cela, car elle avait atteint la cuisine, et les domestiques qui y travaillaient la regardaient avec des expressions allant du choc à l'envie et à la colère. Et Madame Cooper, la gouvernante, se jeta immédiatement sur elle, le visage rouge de fureur, et elle siffla. « Qu'as-tu fait, idiote, idiote de fille, danseur avec le duc comme si tu étais son égal, comme si tu en avais le droit. Tu as couvert cette maison et toi-même de honte, et ne pense pas un seul instant que cela finira bien pour toi. » Et Éléanore resta là, encaissant la tirade, car quelle défense pouvait-elle offrir, quelle explication pouvait justifier ce qui venait de se produire, et autour d'elle, les autres domestiques chuchotaient et regardaient, et elle vit dans leurs visages que tout avait changé, que la position précaire qu'elle avait occupée ici était maintenant détruite, et Mary, sa seule amie, lui toucha le bras avec sympathie, mais même les yeux de Mary contenaient des questions et de la confusion, et Eleanor sut avec une certitude absolue qu'elle ne pouvait pas rester ici, ne pouvait pas affronter demain et le jour suivant, et tous les jours d'après, où ce scandale serait disséqué et discuté, et où elle serait la femme déchue qui avait osé danser avec un duc, et ainsi plus tard cette nuit-là, après la fin du bal et le départ des derniers invités, et que la maison soit enfin tombée dans le silence, Éléanore emballa ses quelques affaires dans la valise en cuir usé qui avait appartenu à son père, et elle enveloppa le médaillon de sa mère dans un mouchoir et le plaça soigneusement parmi sa robe de rechange et ses livres de poésie. Et elle sut qu'au matin, elle quitterait Londres, chercherait un poste à la campagne où personne ne connaissait son nom ou son histoire, où elle pourrait disparaître à nouveau dans le bienheureux anonymat qu'elle n'aurait jamais dû se permettre de quitter. Parce que le geste impossible du duc, aussi bien intentionné soit-il, ne l'avait pas sauvée, mais avait plutôt détruit l'existence fragile qu'elle avait construite sur les ruines de son ancienne vie, et Éléanore comprit, en fermant les fermoirs de sa valise, que certaines fins n'étaient pas des commencements, que certains gestes de bonté étaient plus cruels que l'indifférence, et qu'elle avait été une idiote de sentir, même pendant ces 3 minutes et 47 secondes, qu'elle pouvait être autre chose que ce que les circonstances avaient fait d'elle. Le matin arriva trop tôt et trouva Éléanore les yeux cernés et tremblante, alors qu'elle fermait le fermoir de la vieille valise en cuir de son père. Ses quelques possessions emballées et prêtes pour un départ qu'elle n'avait pas encore planifié, au-delà de la certitude qu'elle devait quitter Londres, devait fuir avant d'avoir à affronter un autre jour dans la maison Pemberton, où tout le monde saurait ce qui s'était passé, où les chuchotements et les regards de côté ne cesseraient jamais. Et elle tendait la main vers son chapeau, quand Mary apparut à sa porte, à bout de souffle, avec la nouvelle que la douairière Lady Pemberton demandait la présence d'Éléanore immédiatement dans son petit salon privé. Et l'estomac d'Éléanore se noua, car c'était le renvoi qu'elle attendait, la rupture formelle de la seule bouée de sauvetage qu'elle possédait. Et elle suivit Mary dans les escaliers de service, avec des jambes qui semblaient de bois et un cœur qui battait trop vite, se préparant à la perte de même cette humble position, mais quand elle entra dans le salon de la douairière, elle trouva la vieille dame assise près de la fenêtre avec son thé du matin, et l'expression de la douairière n'était pas en colère, mais plutôt pensive, presque amusée, et elle fit signe à Éléanore de s'asseoir et dit sans préambule : « C'était remarquablement stupide de votre part à tous les deux. » Et Éléanore ouvrit la bouche pour s'excuser, mais la douairière leva une main élégante pour la devancer, et continua. « Mais je connais le duc de Northmere depuis qu'il est un garçon en culotte courte, et il n'est pas coutumier des actes impulsifs, ce qui me porte à croire que ce qui semblait impulsif était en fait tout à fait délibéré. » Et Éléanore resta assise,
figé. Alors que la douairière révélait que le duc s'était présenté à la maison 3 fois depuis l'aube, avait été repoussé à chaque fois parce qu'il était trop tôt pour les heures de visite convenables, mais avait laissé des messages de plus en plus urgents demandant à voir mademoiselle Hartley, et Elinor sentit la panique lui monter à la gorge comme de la bile, et elle dit rapidement « Je ne peux pas lui faire face, je ne peux pas. Il a rendu ma position ici intenable, et je dois quitter Londres aujourd'hui, ce matin si possible. » Mais la douairière l'observait avec ses yeux perçants qui avaient vu 8 décennies de folie humaine et de chagrin, et elle dit doucement « Mon enfant, je soupçonne qu'il a l'intention de faire de votre position quelque chose de tout à fait différent. » Et Éléanor la fixa avec incrédulité, parce que la douairière ne pouvait sûrement pas vouloir dire ce que ces mots impliquaient. Sûrement personne ne pouvait être assez stupide pour imaginer qu'un duc voudrait, qu'il pourrait possiblement, mais la douairière se pencha en avant et prit les mains froides d'Éléanor dans les siennes, chaudes, et dit « Vous pouvez choisir de fuir, ou vous pouvez choisir d'entendre ce qu'il a à dire. Mais comprenez ceci, Éléanor, vous ne pouvez pas fuir vous-même, vous ne pouvez pas fuir ce qui s'est passé la nuit dernière, et vous ne pouvez pas fuir le fait que le duc de Northmere a valsé avec vous devant toute la société parce qu'il l'a choisi, parce qu'il le souhaitait, parce qu'il vous observe depuis de nombreux mois et a pris une décision à votre sujet. » Et Éléanor sentit des larmes lui brûler derrière les yeux, parce que c'était de l'espoir, un espoir terrible et non désiré. Et l'espoir était la chose la plus cruelle de toutes, parce que l'espoir pouvait être détruit, et elle avait appris cette leçon si complètement il y a 8 ans, quand son monde s'était effondré. Mais la douairière parlait encore, disait « Je ne vous forcerai pas à le voir, mais je vous dirai qu'en 40 ans de navigation dans la société, je n'ai jamais vu un homme regarder une femme comme le duc vous a regardé la nuit dernière. Et si vous fuyez maintenant, vous passerez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu être. » Et Éléanor resta assise là, déchirée, entre l'instinct de fuir et autre chose, quelque chose de fragile et d'effrayé, qui chuchotait peut-être cette fois, peut-être contre toute attente et toute raison, et finalement, elle s'entendit dire d'une voix à peine plus haute qu'un murmure « Je le verrai ». Et la douairière sourit, sonna pour un domestique et fit savoir que le duc de Northmere serait reçu dans le salon du matin à 11 heures, et Éléanor avait exactement 43 minutes pour se ressaisir avant d'affronter l'homme qui avait soit ruiné sa vie, soit était sur le point de la transformer entièrement. Le duc arriva précisément à 11 heures, et Éléanor entendit ses pas dans le hall d'entrée en bas, entendit le salut murmuré du majordome et le bruit de la porte du salon du matin qui s'ouvrait, et ses mains tremblaient si violemment qu'elle dut les joindre sur ses genoux, alors qu'elle était assise sur la chaise que la douairière avait indiquée. Avec Mary postée discrètement dans le coin comme chaperon et la porte laissée convenablement ouverte, et puis il était là, dans l'embrasure de la porte, grand et imposant dans son manteau sombre, ses cheveux légèrement en désordre comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises, et ses yeux trouvèrent immédiatement les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle, et la douairière se leva avec un bruissement de soie et dit « Votre grâce, je serai dans le grand salon si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Puis elle sortit, les laissant seuls à l'exception de la présence de Mary, et Alexander traversa la pièce en 3 enjambées et s'arrêta devant la chaise d'Éléanor, et avant qu'elle ne puisse se lever, avant qu'elle ne puisse faire une révérence ou parler, ou faire l'une des choses que la bienséance exigeait, il dit d'une voix rauque d'émotion « Je vous aime », et Éléanor sentit les mots la frapper comme une force physique, sentit sa brusque inspiration et l'accélération soudaine de son cœur, et elle réussit à dire « Votre grâce, vous ne pouvez pas », mais il l'interrompit avec une conviction féroce. « Je le peux, je le fais depuis ces derniers mois. » Et il commença alors à parler, les mots se bousculant comme s'il les avait retenus trop longtemps, et il lui raconta comment il l'avait observé lors d'innombrables réceptions, comment il avait vu sa grâce,
sous une humiliation qui aurait brisé une âme moindre, comment il avait observé sa gentillesse envers ceux qui lui étaient inférieurs, même quand elle n'avait rien elle-même. Comment il avait admiré sa dignité silencieuse dans des circonstances qui auraient rendu d'autres amères ou cruelles, et Éléanore resta assise, figée, l'écoutant la décrire comme si elle était quelqu'un digne d'admiration, quelqu'un de précieux et de bon, et elle essaya de protester, essaya de dire « Mais l'impossibilité, le scandale, votre devoir envers votre nom et votre titre », et il se pencha en avant, ses mains agrippant les bras de sa chaise, et dit « Mon devoir est de choisir une duchesse qui se tiendra à mes côtés avec intégrité et compassion, et je l'ai trouvée. » Et Éléanore sentit des larmes lui brûler derrière les yeux, 8 ans de chagrin, de désir et de perte refoulée, remontant soudainement à la surface, et elle s'entendit dire d'une voix qui se brisa « Je ne suis personne, je n'ai rien. Je ne peux vous offrir rien de ce dont vous avez besoin. » Et l'expression d'Alexander s'adoucit, et il tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer, et comme elle ne le fit pas, il prit ses mains dans les siennes et dit « Vous êtes Eleanor Hartley, et vous vous avez vous-même, et si vous m'acceptez, vous m'avez moi. » Et c'était une proposition, formelle, sincère et absolument honnête. Et Eleanor resta assise là, des larmes coulant sur son visage, tandis que son cœur menait une guerre entre la peur qui l'avait protégée pendant 8 ans et l'espoir, le terrible et dangereux espoir, que peut-être cette chose impossible pourrait être réelle, qu'elle pourrait être autorisée à sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière, qu'elle pourrait être aimée, non pas malgré ce qu'elle était devenue, mais à cause de qui elle était. Et elle regarda dans ses yeux et n'y vit aucune pitié, aucune condescendance, seulement une certitude tranquille qui la terrifiait et la captivait à la fois. Et elle sut que ce moment définirait le reste de sa vie, que ce qu'elle choisirait maintenant résonnerait à travers tous ses jours restants, et le choix, aussi impossible qu'il semblât, était en quelque sorte la chose la plus facile et la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Eleanor resta assise très immobile, les mains jointes dans l'étreinte chaleureuse d'Alexander, et sentit le poids de 8 années peser sur ce moment, et elle sut qu'elle devait dire la vérité, même si cela signifiait le perdre. Et ainsi, elle prit une profonde inspiration, et dit « Je ne peux pas être ce dont vous avez besoin, votre grâce. Je n'ai pas de dot à apporter à cette union. Pas de relations qui profiteraient à vos domaines, pas d'alliances politiques ou d'avantages sociaux, rien de valeur sauf moi-même, et cela n'est pas suffisant pour un duc. » Et elle observa son visage, s'attendant à ce qu'il reconnaisse la réalité de ses paroles, mais au lieu de cela, il relâcha ses mains et lentement, délibérément, s'agenouilla devant sa chaise, cet homme puissant qui commandait le respect de ses pairs et de ses serviteurs, maintenant à genoux à ses pieds, et il dit avec une intensité tranquille « Vous apportez vous-même, Éléanor, et c'est tout ce que j'exige, c'est tout ce que j'exige. » Mais elle ne pouvait le laisser écarter les obstacles si facilement, et elle insista avec un désespoir croissant. « La société ne m'acceptera jamais. Ils diront que je suis la servante qui a piégé un duc par ruse ou manipulation. Ils chuchoteront que j'ai comploté et planifié et attendu mon opportunité. Votre famille me détestera pour avoir apporté le scandale à votre nom, votre sœur et votre oncle, et tous ceux qui dépendent de la dignité de votre titre, et votre mère. » Mais il l'interrompit doucement. « Ma mère est morte depuis 10 ans, et si elle avait vécu, elle vous aurait aimé pour les qualités mêmes que j'aime, pour votre force, votre compassion et votre grâce dans des circonstances qui auraient détruit une âme moindre. » Et Éléanor sentit sa résistance commencer à s'effriter comme un mur usé par des vagues incessantes. Et Alexander continua de parler, et elle entendit dans sa voix quelque chose qu'elle n'attendait pas, une vulnérabilité qui correspondait à la sienne, et il lui parla de son isolement, de la solitude qui accompagnait sa position, de se déplacer dans la société entourée de gens, tout en se sentant complètement seul, parce que personne ne le voyait comme un simple homme, il ne voyait que le duc, le titre,
les domaines, le pouvoir, et il dit que sa force tranquille avait éveillé en lui quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, lui avait rappelé que la connexion était possible, qu'un véritable partenariat existait au-delà des mariages stratégiques et des manœuvres sociales. Et il tendit la main et essuya une larme qui s'était échappée sur sa joue et dit « Je n'ai pas besoin d'un ornement de société à accrocher à mon bras au bal et à exhiber à la cour. Je n'ai pas besoin d'une femme qui sourira et fera la révérence et dira toutes les choses correctes sans rien ressentir. J'ai besoin d'une partenaire qui comprend à la fois le privilège et la privation, qui connaît la valeur de la compassion parce qu'elle a souffert, qui peut se tenir à mes côtés non pas comme un accessoire, mais comme une égale. » Et Éléanore regarda dans ses yeux, et y vit refléter non pas la fantaisie impossible qu'elle avait crainte, mais quelque chose de réel, d'honnête et de terrifiant dans sa sincérité, et elle chuchota la vérité qui l'avait tenue captive. « J'ai peur. » Et sa réponse fut immédiate et douce. « Moi aussi, Éléanore, moi aussi, mais je préférerais avoir peur avec vous que d'être certain sans vous. Je préférerais affronter le scandale, les chuchotements et la censure sociale avec vous à mes côtés, que de passer le reste de ma vie dans une bienséance solitaire sans vous. » Et à ce moment-là, Éléanore comprit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le choix d'avancer malgré elle. Et elle sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine, sentit l'armure qu'elle avait construite autour de son cœur ces 8 années commencer à se fissurer et à tomber, et elle sut qu'elle se trouvait à un carrefour où un chemin menait à la sécurité et à la solitude, et l'autre au risque, à la possibilité et à l'amour, et le choix, aussi impossible qu'il ait semblé quelques instants auparavant, était soudainement clair. L'acceptation d'Éléanore ne vint pas comme une déclaration dramatique, mais comme un oui silencieux, à peine plus qu'un murmure. Pourtant, il sembla remplir le salon du matin d'une lumière soudaine, et elle regarda le visage d'Alexander se transformer avec un soulagement et une joie si profonds qu'elle sentit à nouveau des larmes couler sur ses joues, et il se leva de ses genoux, la tira doucement sur ses pieds et tint ses mains comme si elles étaient quelque chose de précieux et de fragile, et pendant un long moment, ils restèrent simplement là, tandis que Mary faisait discrètement semblant d'examiner les rideaux et que le soleil du matin filtrait par les fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules étoiles. Mais alors, la réalité commença à s'immiscer dans ce moment parfait, et Éléanore sentit le poids des obstacles pratiques se faire sentir, et elle dit doucement « Votre famille, Alexander, votre sœur et votre oncle, qui contrôlent une partie du domaine, ils n'accepteront jamais cela. Ils me verront comme une intruse et une chasseuse de fortune. » Et il reconnut la difficulté d'un léger signe de tête, mais dit « Ils apprendront à vous connaître comme je vous connais. » Bien qu'Éléanore pût entendre l'incertitude sous sa confiance, et elle insista alors avec une détermination tranquille. « Nous devons faire cela correctement, non pas comme un scandale dont on chuchoterait dans les salons, mais comme une cour légitime. Je ne veux pas que les gens disent que vous avez été piégé ou manipulé, ou que j'ai comploté pour gagner vos affections. » Et Alexander accepta, bien qu'elle pût voir que cela le peinait d'envisager des mois à endurer les chuchotements et les affronts de la société, alors qu'il ne désirait rien de plus que de l'épouser immédiatement. Et ils commencèrent alors à planifier, Mary étant convoquée pour aller chercher la douairière. Et lorsque Lady Pemberton revint et entendit leurs intentions, elle s'installa dans son fauteuil avec une expression pensive et dit « Si nous devons faire cela, nous devons être stratégiques. Le duc courtisera Éléanore ouvertement, mais nous devons l'établir non pas comme une servante, mais comme une dame sous mon parrainage, une amie de la famille éloignée qui séjourne avec moi. » Et Éléanore commença à protester qu'une telle fiction serait transparente, mais la douairière leva la main et continua. « Ce n'est pas entièrement une fiction, mon enfant,
car j'ai gardé un secret ces 8 années par respect pour les souhaits de votre mère et votre propre fierté. Mais le temps d'une telle discrétion est révolu. » Et elle révéla alors ce qu'Éléanore n'avait jamais su, que la mère d'Éléanore avait été sa cousine, un lien que la douairière avait délibérément minimisé pour protéger Éléonore de l'humiliation supplémentaire de parents riches observant sa situation réduite. Mais maintenant, cette révélation changeait tout, car cela signifiait qu'Éléanore n'était pas simplement de la petite noblesse, mais liée à l'une des familles les plus respectées d'Angleterre. Et Alexander s'empara de cela avec un triomphe à peine contenu en disant « Vous voyez, Éléanore, vous n'êtes pas la personne sans importance que vous croyiez être. » Bien qu'Éléanore se sentît étrangement engourdie par cette nouvelle, car une partie d'elle voulait être aimée pour qui elle était, sans la validation des liens familiaux. Mais elle comprenait que la société exigeait de telles justifications, et si cette vérité facilitait leur chemin, alors elle l'accepterait, et la douairière commença immédiatement à faire des plans, parlant de réhabilitation sociale, de positionnement prudent, et des hôtesses qui pourraient être approchées en premier. Et Éléanore était assise, écoutant son avenir être tracé, et sentit les premiers frémissements d'espoir que peut-être cette chose impossible pourrait réellement se produire, qu'elle pourrait sortir de l'ombre, non pas par la tromperie, mais par la simple vérité de qui elle avait toujours été, sous la robe de servante et les yeux baissés. Et quand Alexander prit enfin congé, cet après-midi-là, avec la promesse de revenir le lendemain, Éléanore se tint à la fenêtre, regardant sa voiture s'éloigner, et toucha ses lèvres, là où il avait baisé sa main, en guise d'adieu. Et elle pensa que peut-être le courage n'était pas l'absence de peur, mais la volonté de tendre la main vers la joie même, quand chaque expérience passée murmurait qu'un tel geste ne mènerait qu'à la douleur. Les mois de cour se déroulèrent avec la lente délibération de l'arrivée de l'hiver, et Éléanore se retrouva à habiter un étrange espace liminal entre la servante qu'elle avait été et la dame qu'on la reconstruisait soigneusement pour devenir, et Alexander lui rendit visite avec une régularité sans faille, arrivant chaque mardi et vendredi après-midi à précisément 3 heures, avec des fleurs qui devenaient plus extravagantes au fil des semaines, d'abord de simples violettes qui lui rappelaient le jardin de sa mère, puis des roses de serre qui emplissaient le salon de la douairière de leurs parfums lourds, et ils s'asseyaient ensemble dans cet espace formel, avec Mary postée près de la porte, et la douairière passant de temps en temps pour s'assurer de la bienséance, et ils parlaient de choses à la fois profondes et triviales, découvrant dans ces heures soigneusement chaperonnées l'architecture de leurs âmes respectives, et Éléanore apprit que l'enfance d'Alexander avait été marquée par ses propres pertes, la mort de sa mère alors qu'il n'avait que 17 ans, le laissant endosser le duché avant d'être pleinement un homme, et il avoua qu'il avait construit des murs autour de lui tout comme elle, se protégeant contre la douleur de la connexion en maintenant une parfaite distance ducale avec tout le monde, et elle comprit alors qu'ils étaient tous deux des survivants de différents types de chagrins, apprenant tous deux à faire confiance à nouveau, après que la vie leur ait appris le coup de la vulnérabilité. Ils se promenaient dans Hyde Park par des matins de décembre frais, où le givre décorait les branches nues comme de la dentelle, et leur souffle formait des nuages dans l'air froid. Et il y avait toujours une femme de chambre qui les suivait à 10 pas réglementaires derrière, mais parfois, quand le chemin tournait et qu'ils étaient momentanément abrités par des haies dénudées par l'hiver, Alexander effleurait de sa main gantée la sienne, et le contact envoyait une chaleur qui l'inondait malgré le vent glacial. Et lentement, progressivement, la société commença à changer de position comme un grand navire changeant de cap, car certaines hôtesses qui appréciaient plus la faveur ducale que la rigide bienséance commencèrent à adresser des invitations à Éléonore pour de plus petits rassemblements. Des thés d'après-midi et des concerts intimes où elle pouvait être observée et évaluée.
et elle se déplaçait à travers ces événements avec la même grâce silencieuse qu'elle avait autrefois employée en servant les rafraîchissements, comprenant qu'elle était toujours jugée, mais maintenant comme une duchesse potentielle, plutôt que comme une aide invisible. Bien qu'il restât une faction virulente menée par Lady Cecilia Hertford, qui propageait des rumeurs chuchotées de complots et d'inconvenances, et suggérait que le duc avait été piégé par une servante habile qui avait étudié ses préférences et fabriqué des opportunités, et ces chuchotements parvenaient aux oreilles d'Éléanore par Mary, qui entendait tout dans les cuisines, et parfois, dans les heures sombres avant l'aube, Éléanore se réveillait le cœur battant, et se demandait si peut-être ils avaient de raison, si elle avait d'une manière ou d'une autre manipulé les circonstances même inconsciemment. Mais alors Alexander revenait, et la regardait avec une dévotion si sincère que ses doutes se calmaient, sinon disparaissaient entièrement. Les petits moments s'accumulèrent comme des chutes de neige, chacun délicat et individuel, mais créant ensemble quelque chose de substantiel et de transformateur. Et il y eut cet après-midi où Alexander l'interrogea sur son enfance, et elle lui parla de la bibliothèque de son père, où elle avait passé des heures à lire pendant qu'il travaillait à ses investissements, ces mêmes investissements qui finiraient par les détruire. Et elle pleura alors pour la première fois en sa présence. Non pas les larmes contrôlées de leur première rencontre, mais de profonds sanglots déchirants pour tout ce qui avait été perdu. Et il lui avait tenu la main sans rien dire, parce qu'il comprenait que certains chagrins ne nécessitaient pas de mots. Et il y eut cette soirée chez la douairière où Éléanore joua du pianoforte pour la première fois en 8 ans, ses doigts retrouvant les touches du concerto Endeg 21 de Mozart, tandis qu'Alexander se tenait à côté de l'instrument, la regardant avec une expression qui lui fit oublier l'existence de quiconque. Et après, il lui avait donné un volume relié en cuir de Wordsworth, avec une dédicace qui disait « Pour Eleanor, qui comprend l'espoir mélancolique ». Et elle le gardait sur sa table de chevet et en lisait chaque nuit. Et il y eut le cadeau de Keats qui suivit, puis Shelley, jusqu'à ce que sa petite étagère devienne lourde de poésie et son cœur lourd de la connaissance que cet homme la voyait vraiment, d'une manière que personne n'avait fait depuis la mort de ses parents. Son épanouissement progressif fut remarqué par tous ceux qui l'observaient, car l'attitude de la servante opprimée disparut, révélant la dame qu'elle avait toujours été sous la couleur protectrice de l'invisibilité, et elle commença à tenir la tête plus haute, à croiser directement le regard des gens et à parler avec l'accent éduqué qu'elle avait réprimé pendant 8 ans, et la douairière observait cette transformation avec satisfaction et peut-être une pointe de culpabilité d'avoir permis à Éléanore de se diminuer si longtemps, même si cela avait été en partie sur l'insistance d'Éléanore elle-même, et puis en février. La sœur d'Alexander, Catherine, arriva du domaine de campagne, une femme redoutable de 35 ans qui gérait les propriétés du nord de Northmere depuis la mort de son mari et qui abordait Londres avec le même scepticisme efficace qu'elle appliquait aux rotations des cultures et aux différends avec les locataires, et Éléanore avait redouté cette rencontre, sachant que l'approbation ou la désapprobation de Catherine pouvait influencer l'oncle d'Alexander et donc l'acceptation de la famille, et elles se rencontrèrent pour le thé dans le salon de la douairière, et Catherine avait étudié Éléanore avec des yeux noisettes perçants qui ne manquaient rien, et posé des questions pointues sur son éducation, sa compréhension de la gestion de domaine, et si elle saisissait les responsabilités qui accompagnaient la couronne ducale. Et Éléanore avait répondu honnêtement, admettant son ignorance de nombreuses questions pratiques, mais exprimant sa volonté d'apprendre et sa compréhension qu'une duchesse servait non seulement son mari, mais tous ceux qui dépendaient du domaine, et quelque chose dans sa sincérité avait dû atteindre Catherine, car l'expression de la femme plus âgée s'était légèrement adoucie, et elle avait dit « Au moins, vous n'êtes pas une de ces débutantes minaudants qui pensent qu'être une duchesse signifie porter des bijoux et commander les domestiques. » Et plus tard, Éléanore entendit Catherine parler avec Alexander dans le couloir,
sa voix portant à travers la porte entr'ouverte, alors qu'elle disait « Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais, Alex. Elle a de la substance, et je pense qu'elle te comprend peut-être d'une manière qui compte plus que les lignées. » Et Éléanore avait pressé sa main contre sa poitrine et senti l'espoir y palpiter comme un oiseau en cage, commençant à sentir la possibilité de s'envoler. Et elle comprit qu'elle gagnait cette bataille pouce par pouce, conversation par conversation, que l'acceptation de la société ne viendrait pas par un revirement spectaculaire, mais par la lente accumulation de ces petites victoires, et alors que l'hiver commençait sa retraite progressive vers le printemps, elle s'autorisa à croire que peut-être, incroyablement, elle et Alexander pourraient réellement construire une vie ensemble que la société finirait par accepter, même à contre-cœur. Le printemps arriva avec une beauté presque provocante, comme si la nature elle-même conspirait pour bénir ce que la société débattait encore, et les crocus percèrent les dernières plaques de neige dans le jardin de la douairière, tandis qu'Alexander se préparait à formaliser ses intentions devant sa famille. Et Eleanor comprit que cette réunion à Northmere House déterminerait si leur cours pouvait progresser vers le mariage, ou si l'opposition familiale forcerait Alexander à choisir entre le devoir et le désir, et elle s'habilla avec des mains tremblantes dans une robe de soie bleu pâle que la douairière avait commandée, simple mais élégante et appropriée pour une dame de moyens modestes rencontrant ses futurs beaux-parents, et le trajet en voiture jusqu'à Northmere sembla à la fois trop long et trop court. Et Alexander la rencontra à l'entrée avec une expression qui tentait la confiance, mais ne pouvait tout à fait cacher sa propre appréhension, et il la conduisit à la bibliothèque où son oncle Lord Ashford siégeait en juge près du feu, un homme d'environ 60 ans, aux cheveux gris-acier et aux yeux qui évaluaient Éléanore avec le même examen qu'il pourrait appliquer à un contrat commercial. Et Catherine était là aussi, offrant à Éléanore un petit signe d'encouragement, et l'interrogatoire commença avec une politesse trompeuse, alors que Lord Ashford s'enquérait de sa lignée et qu'Éléanore récitait ce qu'elle savait de la famille de son père et du lien de sa mère avec la douairière, observant le visage de l'oncle pour des signes d'approbation ou de rejet, et ne trouvant qu'une neutralité prudente. Et puis il posa la question qu'elle redoutait. « Et quelle fortune apportez-vous à cette union, mademoiselle Hartley? Quel domaine ou investissement ou relation pourraient bénéficier au duché ?» Et la pièce devint silencieuse, et Éléanore sentit le poids de 8 années de pauvreté et d'invisibilité peser sur ses épaules, mais elle rencontra son regard directement et dit avec une dignité tranquille : « Je n'apporte rien d'autre que moi-même et mon amour pour votre neveu, Lord Ashford. Je n'ai pas de dot, pas de propriété, aucune valeur financière à offrir, et si cela me rend inapproprié, alors je me retirerai maintenant plutôt que d'apporter la discorde à votre famille. » Et elle commença à se lever de sa chaise, mais la voix de Catherine l'arrêta, ferme et claire. « Mon oncle, peut-être est-ce précisément ce dont Alexander a besoin. Quelqu'un qui l'aime pour lui-même plutôt que pour son titre ou sa fortune. Quelqu'un qui a connu à la fois le privilège et la privation, et peut donc comprendre les responsabilités qui accompagnent une grande richesse. » Et Alexander se déplaça pour se tenir derrière la chaise d'Éléanore, sa main se posant sur son épaule dans un geste de solidarité qui enfreignait la bienséance, mais en disait long, et Lord Ashford les étudia tous les deux un long moment, avant que son expression sévère ne s'adoucisse presque imperceptiblement, et il dit : « J'ai observé mon neveu ces derniers mois devenir plus lui-même que je ne l'ai vu depuis la mort de sa mère. Et si vous êtes la cause de cette transformation, mademoiselle Hartley, alors peut-être apportez-vous plus de valeur que n'importe quelle dot ne pourrait le faire. » Et Éléanore sentit des larmes lui piquer les yeux, alors que l'acceptation réticente de la famille s'installait sur la pièce comme une bénédiction, et 3 jours plus tard, l'annonce parut dans le Times, le duc de Northmere allait épouser mademoiselle Éléanore Hartley, cousine de la douairière Lady Pemberton, et la société éclata dans une cacophonie de réactions allant de l'approbation romantique
à la désapprobation scandalisée. Et les salons bourdonnaient de spéculations, et Lady Cecilia menait une faction virulente qui insistait sur le fait que le mariage était indigne du rang du duc. Mais alors, la nouvelle vint du palais que la reine elle-même avait entendu l'histoire et exprimé son approbation d'un mariage d'amour basé sur le caractère plutôt que sur la convenance. Et cette bénédiction royale fit taire la plupart des critiques, bien que certains continuassent de chuchoter. Et Éléanore se retrouva transformée aux yeux de la société d'une servante invisible à une future duchesse, une position liminale qui lui valut à la fois déférence et examen. Pourtant, elle insista pour maintenir son amitié avec Mary et les autres domestiques qui lui avaient montré de la gentillesse pendant ses années de servitude, et cela provoqua quelques sourcils levés parmi le grand monde, mais la fit apprécier de beaucoup, qui voyaient dans son comportement une compassion sincère qui transcendait les barrières de classe, et elle comprit qu'elle était observée, jugée et mesurée à une norme impossible. Mais la présence constante d'Alexander à ses côtés lui donnait le courage d'affronter chaque engagement social. Et à mesure que les semaines avançaient vers la date de leur mariage, elle commença à croire qu'elle pourrait peut-être réellement habiter ce nouveau rôle, que la jeune fille qui avait servi du thé pendant 8 ans pourrait se transformer en une duchesse qui servait avec grâce et compassion. Et elle pensa à sa mère et à son père, et espéra qu'ils seraient fiers de qui elle était devenue, à travers toutes les épreuves qui avaient semblé à l'époque n'être que perte et diminution. Et elle réalisa que parfois la destruction d'une vie fait place à la construction d'une autre, et que le courage d'accepter l'amour quand il arrive de manière inattendue est peut-être la plus grande transformation de toutes. Le matin du mariage arriva, drapé dans la lumière dorée du début de juin, cette clarté parfaite qui semble n'exister que dans le bref été anglais, quand le monde retient son souffle entre la promesse du printemps et la plénitude de l'été. Et Éléanore se réveilla dans la chambre d'amis de la douairière pour trouver Mary déjà en train de disposer sa robe de mariée, la dentelle de Bruxelles cascadant comme de l'écume de mer sur le couvre-lit. Et elle toucha le tissu délicat avec des doigts tremblants et pensa à toute la distance impossible entre la jeune fille qui avait servi du thé il y a 8 ans et la femme qui deviendrait aujourd'hui une duchesse. Et Mary attacha les perles de sa mère autour de son cou, le seul bijou qu'Éléanore possédait, qui avait survécu à la ruine de sa famille, et elle se regarda dans le miroir, et vit non pas la servante invisible, ou la débutante effrayée, mais quelqu'un de entièrement nouveau, quelqu'un qui avait été brisé et refait, et qui portait ces 2 expériences comme les 2 brins d'un même collier, et le trajet en voiture jusqu'à St. George's, Hanover Square, sembla exister en dehors du temps, les rues bordées de spectateurs curieux qui avaient entendu le conte romantique et voulaient voir la servante qui deviendrait une duchesse. Et Éléanore sentit leurs regards, mais plus avec honte, seulement avec une reconnaissance tranquille que son histoire était devenue quelque chose de plus grand qu'elle-même, un conte qui serait raconté dans les salons et les offices des domestiques. Et puis elle se tenait à l'entrée de l'église avec la douairière qui l'amènerait à l'autel à la place de son père décédé depuis longtemps. Et l'orgue enfla, et les portes s'ouvrirent, et elle vit les centaines de personnes rassemblées, la société et les domestiques mêlés d'une manière qui aurait été impensable à tout autre mariage. Et elle vit Catherine au premier rang avec des larmes coulant déjà sur son visage, et Lord Ashford debout, sévère mais pas méchant, et Mary et les autres domestiques de la maison Pemberton assis à des places d'honneur plutôt que relégués à l'arrière. Et puis elle vit Alexander qui l'attendait à l'autel, et le reste du monde s'effaça, et elle marcha vers lui, le cœur battant si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Et elle pensa à cette nuit, il y a 8 ans, où le corps de son père avait été découvert, et où elle avait cru que sa vie se terminait, comment elle s'était résignée à l'invisibilité, au service et à un avenir vide de joie, et maintenant elle marchait vers un bonheur impossible, vêtue de dentelles et de perles,
et portant des roses qui sentaient le jardin de sa mère. Et quand elle atteignit Alexander, il prit sa main, et elle sentit le léger tremblement dans ses doigts, et comprit que lui aussi était ému au-delà de son calme habituel. Et ils prononcèrent leurs vœux clairement devant Dieu, la société et quiconque se souciait de juger, promettant de s'aimer, de s'honorer et de se chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. Et quand Alexander passa l'anneau à son doigt, il se pencha et chuchota « Je vous aime » pour qu'elle seule puisse l'entendre. Et ils furent déclarés mari et femme, et l'Église éclata en applaudissements qui auraient été scandaleux à un mariage plus conventionnel. Et la réception à Northmere House se déroula comme un rêve, Eleanor se déplaçant dans la file de réception avec la même grâce qu'elle avait autrefois employée en servant les rafraîchissements, mais maintenant en tant qu'hôtesse plutôt que comme employée. Et elle s'assura de parler avec chaque domestique présent et de les remercier avec une chaleur sincère qui venait de la compréhension exacte de ce que leur travail signifiait. Et quand l'orchestre commença la première danse, Alexander la mena sur la piste, et les premières notes de la valse de Mozart emplirent l'air, la même pièce sur laquelle ils avaient dansé cette nuit scandaleuse des mois auparavant. Et cette fois, quand ils valsèrent, ils n'étaient pas seuls mais entourés de sympathisants. Pourtant, Éléanore ressentit la même joie féroce d'être vue, appréciée et aimée. Et elle comprit que c'était l'achèvement d'un cercle qui avait commencé dans le chagrin et s'était terminé dans la guérison, et plus tard, alors que leur voiture s'éloignait de Northmere House vers le domaine de campagne où ils passeraient leur voyage de noces, Éléanore regarda en arrière les fenêtres de la salle de bal, brillant de la lueur des bougies, et se souvint s'être tenue à la table des rafraîchissements dans cette même pièce, servant du thé à des gens qui ne la voyaient jamais. Et elle pensa à quel point il aurait semblé impossible, alors qu'elle partirait en tant que duchesse, en tant qu'épouse d'Alexander, en tant que quelqu'un qui avait été jugé digne d'amour, bien que n'ayant rien à offrir d'autre qu'elle-même. Et elle pencha la tête contre l'épaule d'Alexander, alors que la voiture roulait dans le crépuscule d'été, et sentit le poids des 8 dernières années se lever comme un brouillard matinal se dissipant au soleil, et elle comprit que parfois les plus longs voyages ne se mesurent pas en kilomètres, mais dans la distance entre qui nous étions et qui nous devenons, et que l'acte le plus courageux n'est pas d'endurer la souffrance, mais d'accepter la joie quand elle arrive enfin. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce mariage de juin, 5 ans qui avaient transformé Eleanor Hartley de servante invisible en duchesse de Northmere, et maintenant elle se tenait dans la grande salle de bal d'Ashford House, organisant le bal d'automne avec une assurance élégante qui semblait aussi naturelle que de respirer. Bien qu'elle seule sût à quel point cette grâce avait été durement acquise, et elle se déplaçait parmi ses invités avec Alexander à ses côtés, sa main touchant occasionnellement le creux de son dos dans ce geste possessif qui lui envoyait encore de la chaleur même après tout ce temps. Et à l'étage, dans la nurserie, leur fille dormait, Charlotte, âgée de 3 ans, avec les cheveux sombres de son père et les yeux gris de sa mère, une enfant qui ne saurait jamais ce que signifiait être invisible ou diminué. Et Éléanore s'arrêta près de la table des rafraîchissements et remarqua la jeune femme servant le thé, peut-être âgée de 20 ans, avec des mouvements prudents et des yeux baissés, qu'Éléanore reconnut avec un pincement aigu de mémoire, et elle s'approcha et parla doucement. « Quel est votre nom, ma chère ?» Et la jeune fille sursauta et fit une révérence hâtive. « Mademoiselle Anne Weston, votre grâce. » Et Éléanore vit sur son visage le même mélange de dignité et de désespoir qu'elle-même avait porté pendant 8 ans, et elle apprit par une enquête douce que le père d'Anne était mort en laissant des dettes, que sa mère vivait chez des parents à la campagne, qu'Anne servait la douairière par nécessité plutôt que par choix. Et le cœur d'Éléanore se serra de reconnaissance, et plus tard dans la soirée, elle parla doucement à la douairière,
et s'assura qu'Anne recevrait une invitation au prochain rassemblement, non pas en tant que servante, mais en tant qu'invitée. Un petit acte de grâce qui ne coûtait rien à Éléanore, mais pouvait tout signifier pour une jeune fille qui avait oublié ce que c'était que d'être vue comme une personne plutôt que comme un meuble. Et Alexander regarda sa femme avec cette expression d'amour profond et de fierté qui n'avait jamais diminué en 5 ans de mariage, et il comprit ce qu'elle faisait parce qu'il avait été témoin de sa transformation et savait qu'elle portait en elle à la fois le souvenir de la souffrance et la détermination d'épargner aux autres une douleur similaire. Et quand les derniers invités partirent et qu'ils se retirèrent dans leurs appartements privés, Éléanore s'assit à son bureau pour s'occuper de la correspondance, tandis qu'Alexander lisait près du feu l'image du contentement domestique qui aurait semblé impossible cette nuit, il y a 8 ans, où la mort de son père avait brisé son monde, et elle pensa à cette jeune fille terrifiée qui avait failli fuir Londres plutôt que de faire face à la proposition d'Alexander, qui s'était cru indigne d'amour et incapable d'être autre chose qu'invisible. Et elle comprit maintenant que sa transformation n'avait pas commencé quand elle avait accepté la main d'Alexander, mais plutôt dans tous les petits moments précédents, dans le choix de maintenir sa dignité en servant du thé, de faire preuve de bonté envers ceux qui lui étaient inférieurs alors qu'elle n'avait rien elle-même, de lire de la poésie à la lueur des bougies et de refuser de laisser les circonstances la détruire entièrement. Et le courage de dire oui à l'amour quand il est arrivé avait été construit sur ces années d'endurance silencieuse, et elle posa sa plume, regarda Alexander et pensa combien il était étrange et merveilleux que la destruction d'une vie ait fait place à la construction d'une autre, que servir du thé au bal pendant 8 ans et mener à danser à son propre mariage, que la jeune fille qui s'était crue personne ait découvert qu'elle était en fait Eleanor Hartley, digne d'amour et capable de joie, et dehors, le vent d'automne secouait les fenêtres, mais à l'intérieur, tout n'était que chaleur, paix et le doux contentement de 2 personnes qui s'étaient trouvées malgré tous les obstacles que la société avait placés entre elles. Cher auditeur, peut-être vous êtes-vous aussi senti invisible, diminué par les circonstances, résigné à moins que ce que vous méritiez, et peut-être vous êtes-vous tenu à votre propre table de rafraîchissement, servant ceux qui ne vous voient pas, portant le poids de la perte, de la déception et de la peur que la joie ne vous retrouve jamais. Sachez ceci, vous êtes vu, même dans vos moments tranquilles de service et de sacrifice, même lorsque le monde vous traite comme si vous étiez un meuble plutôt que de chair et de sang, quelqu'un vous voit et reconnaît votre valeur. L'amour, quand il est vrai, reconnaît une valeur que la société ignore. Il voit sous la surface la dignité et le courage qui vous soutiennent dans vos heures les plus sombres. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas d'endurer la souffrance, mais d'accepter le bien que nous croyons ne pas mériter, d'ouvrir nos mains pour recevoir la joie que nous nous sommes convaincus ne jamais pouvoir être nôtre. La transformation d'Éléanore n'a pas commencé quand elle a dit oui au duc, mais quand elle a choisi de se voir comme il la voyait, digne, précieuse et méritant la joie, et ce choix vous est également accessible. Puissiez-vous trouver le courage d'accepter l'amour et la reconnaissance qui vous cherchent, même lorsque la peur murmure que vous n'êtes pas assez, même lorsque les déceptions passées vous ont appris à vous protéger en n'attendant rien. Puissiez-vous trouver le repos dans la connaissance que votre valeur est inhérente, non dépendante du statut ou des circonstances, non mesurée par les jugements superficiels de la société, votre compte en banque, votre adresse ou le nombre de personnes qui se souviennent de votre nom. Et puissiez-vous, comme Éléanore, découvrir que les fins peuvent devenir des commencements, que la destruction d'une vie fait place à la construction d'une autre, que servir du thé au bal pendant 8 ans peut mener à danser au vôtre. Cette histoire vous est offerte par les contes d'Evergreen, et si elle a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa valeur,
quelqu'un qui se sent invisible, diminué ou résigné à moins que ce qu'il ne mérite. Abonnez-vous pour plus de contes d'espoir, de rédemption et d'amour qui voient au-delà des jugements superficiels de la société. Bonne nuit, cher auditeur, puissiez-vous dormir en paix, puissiez-vous trouver le repos dans la connaissance de votre valeur inhérente, et puissiez-vous vous réveiller demain avec le courage d'accepter la joie qui vous cherche.